Ensuite, nous allons parler maintenant d'une question qui me tient énormément à cœur en tant que citoyenne, en tant que personne, en tant qu'activiste. C'est la question de l'inégalité. Moi, je crois en une société égalitaire. Certaines personnes, de par leur philosophie, ne croient pas que l'on puisse atteindre une société égalitaire. Mais qu'est-ce que moi je désigne par société égalitaire? Ce n'est pas forcément une société où tous les citoyens ont les mêmes revenus. Parce que certains confondent l'égalitarisme au communisme. Ce n'est pas forcément une société où on dit que tout le monde gagne 200 000 francs, où tout le monde a le même salaire. Mais c'est une société où les ressources de l'État sont allouées aux services sociaux de façon à ce que chaque citoyen puisse vivre dans la dignité. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que tout Togolais, qu'il soit riche ou pauvre, doit pouvoir avoir accès aux soins de santé. Nous devons avoir un système de santé public gratuit. Nous devons avoir un système d'éducation gratuit, du primaire à l'université. Ce ne sont pas les ressources financières qui nous manquent. Et quand je parle de gratuité de l'éducation, je ne dis pas simplement d'annuler les frais d'inscription de 5 000 francs dans les écoles publiques. Nous parlons d'équiper les écoles de façon à ce que même l'enfant du pauvre, dont les parents n'ont pas les moyens de lui acheter les cahiers, les fournitures scolaires, l'uniforme, etc., puisse l'obtenir auprès de l'État. C'est ce qu'on appelle gratuité de l'école publique. Que les parents n'aient même pas à payer des frais d'examen pour que leurs enfants puissent se faire éduquer. Ensuite, nous devons avoir des conditions de travail qui mettent en priorité la dignité humaine. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Il faudrait que le SMIC corresponde au coût de vie. Dans un pays où il faut 100 000 francs par mois pour vivre et manger 3 fois par jour et dormir dans un logement qui est propre, on ne peut pas se permettre d'avoir le SMIC à 50 000 francs. Il faut donc évaluer le coût de vie. Se demander quelle est la quantité minimale d'énergie qu'un Togolais peut consommer, quelle est la quantité minimale d'eau qu'un Togolais peut consommer, quel est le coût du transport, quel est le coût du logement. Et c'est en fonction de cela que l'on fixe le SMIC. C'est un SMIC qui respecte la dignité humaine. Parce que payer les gens un SMIC qui ne leur permet pas de vivre dans la dignité, c'est de l'esclavage. Ce n'est pas de l'emploi. C'est de l'esclavage. On vous donne juste la rémunération qui est suffisante pour que vous puissiez survivre et revenir travailler le lendemain. Travailler sans pouvoir manger, c'est de l'esclavage. Travailler sans pouvoir dormir dignement, c'est de l'esclavage. Travailler sans pouvoir s'habiller et soigner ses enfants, c'est de l'esclavage. Alors, il nous faut un SMIC qui respecte le coût de vie. Ensuite, il nous faut une justice fiduciaire et une justice fiscale. Et la justice fiduciaire passe par une monnaie qui est souveraine. Moi, je suis pour que l'on arrête d'utiliser la monnaie coloniale qui nous a été imposée. C'est la volonté politique qui nous empêche de faire cet effort. Et la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés aujourd'hui dans cette dictature qui nous a vus souffrir et exploiter pendant 60 ans, c'est parce que nous avons eu un président visionnaire en la personne de Sylvanus Olympio qui le 12 décembre 62 a fait adopter au Parlement togolais un projet de loi visant, portant la création de la monnaie du Togo, le franc togolais. Et exactement 31 jours plus tard, la nuit du 12 au 13 janvier 63, il a été assassiné par la même métropole qu'est la France. Je suis pour que le rêve de Sylvanus Olympio aboutisse et que le Togo sorte du CFA. Pour que nous puissions avoir une souveraineté monétaire, afin que nous puissions avoir une justice fiduciaire. Parce que quand nous sommes payés dans une monnaie de singe, ou peu importe comment vous travaillez, vous êtes rémunéré dans une monnaie qui n'a pas sa véritable valeur, qui déprécie sur le marché international, et quand vous importez 60%, devant vivre dans une monnaie étrangère qui est trop forte comme l'euro et le dollar, peu importe comment vous travaillez, vous resterez pauvre. Il nous faut donc une justice fiduciaire. Et ensuite, maintenant, il nous faut une justice fiscale. Et qu'est-ce que je veux dire par justice fiscale? C'est une fiscalité qui est basée sur le revenu. Ce n'est pas normal que le Togolais qui gagne 40 000 francs CFA
le même taux de taxation que celui qui gagne 5 millions. Dans les pays normaux, plus l'on est rémunéré, plus le pourcentage que l'on paye en impôts est élevé, plus le taux d'imposition est élevé. Alors, en principe, celui qui gagne même un salaire dérisoire qui ne lui permet pas de vivre dans la dignité, celui qui gagne le SMIC ne devait même pas payer d'impôts. Alors, il nous faut une balance fiscale qui est croissante en fonction des revenus. Mais dans ce même pays, quand vous allez regarder, les plus riches ne payent même pas les impôts. Ils sont dans des magouilles constantes. Ceux que l'on poursuit, ce sont les pauvres gens, les revendeurs, les revendeuses qui gagnent à peine 2000, 3000 francs par jour. Ce sont eux que l'on poursuit pour les impôts. Et ceux qui gagnent des milliards arrivent à évader. Que l'on nous dise, que l'on nous montre la fiche de paye de ceux qui dirigent le Togo. Vous serez choqués de voir que ceux qui sont à la tête de ce gouvernement, ils ne payent pas d'impôts, ils ne payent pas leur facture d'électricité, ils ne payent pas leur facture d'eau. Il y avait un ancien baron du régime, Fambaré Nachamba, qui après avoir quitté l'Assemblée où il a été évincé pour que Faure Gnassingbé devienne président, l'on découvre qu'il devait plus de 300 millions de francs CFA en frais d'électricité. Pendant 30 ans, il n'a pas payé d'électricité. Nous avons des députés, des ministres, des maires qui consomment et surconsomment sur le dos du contribuable. Et ce sont les pauvres qui doivent 5 000 francs à la CET, 10 000 francs à la CET. C'est chez eux qu'on envoie les gens faire les coupures. Nous devons mettre fin à cela. Nous devons imposer une justice fiscale. Ensuite, l'on ne peut pas parler de développement sans investir dans l'innovation et la technologie. Et pour un pays comme le Togo, c'est possible. Quand vous regardez toute la sous-région, vous allez voir comment les jeunes s'intéressent à la technologie, à l'intelligence artificielle, au blockchain. Mais au Togo, nous n'avons même pas des centres informatiques dignes de ce nom qui peuvent incuber les startups togolais. Dites-nous, il y a combien de startups au Togo qui ont une valeur et qui ont reçu comme investissement ne serait-ce qu'1 million de dollars depuis leur existence? Pas un seul. Dans le domaine de la technologie et dans le startup, les compagnies qui ont atteint une valeur, on l'appelle en anglais on dit valuation, de 1 milliard de francs CFA, on en compte par dizaines en Afrique aujourd'hui. Mais on les retrouve dans les pays comme le Nigeria, les pays comme le Kenya. Il y en a même certains en Côte d'Ivoire. Mais au Togo, on n'est même pas capable de lever 500 000 francs dollars. Les startups togolais ne peuvent même pas lever 500 000 dollars. Et nous avons des ministres qui s'accaparent des ressources de l'État, qui organisent des fausses compétitions et distribuent des 5 millions aux jeunes pour leur faire croire qu'ils sont intéressés par l'innovation et la technologie. Et pourtant, quand on prend l'exemple des pays qui ont réussi à sortir de la pauvreté et à devenir des pays de ce qu'on appelle middle income, c'est-à-dire de la classe à revenu moyen, ce sont des pays qui ont le plus investi dans la technologie. Alors ce que je propose, c'est que l'on axe notre développement sur l'investissement dans la technologie, surtout dans les nouvelles technologies, pour que le Togo devienne un hub de l'informatique en Afrique. Parce que nous n'avons pas grand-chose à offrir. Certes, nous sommes bien positionnés géographiquement, nous sommes un accès aux pays du Nord, à savoir le Niger, le Burkina Faso, le Mali, mais on ne peut pas dépendre entièrement de l'exportation vers ces nations-là, parce que ce ne sont pas des produits que nous produisons pour qu'on dise que le Mali importe du Togo. Non, nous sommes juste une voie qu'ils utilisent pour véhiculer
leurs ressources parce qu'ils sont des pays enclavés. On ne peut pas simplement compter sur cela pour construire une économie. Depuis plus de 30 ans, notre principale source de revenus, c'est le port. Parce que ce régime est incapable d'investir dans aucune autre industrie. Agriculture, zéro. Technologie, zéro. Science, zéro. Santé, zéro. Éducation, zéro. Même le tourisme, le Togo est zéro. Il n'y a aucune industrie dans laquelle le Togo brille. Quand on leur demande, qu'est-ce que vous avez offert? Nous avons le port en eau profonde. Même quand on regarde les revenus des ports de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, le Togo, nous occupons la 9e place. Sur 15 pays, nous sommes 9. Sur 15 pays, nous sommes 9. Donc, en quoi est-ce que nous sommes extraordinaires? La Sierra Leone, qui a une population plus petite que le Togo, et qui n'a pas un port aussi profond que le Togo, a des revenus plus élevés que le Togo. Son port a plus de revenus que le port togolais. Donc, c'est du bluff qu'on nous dise que la seule chose que nous sommes capables d'offrir, c'est le port du Togo. C'est la seule richesse que nous présentons. À part ça, il n'y a rien. Nous n'avons pas un régime qui a une vision pour ce pays. Nous n'avons pas un régime qui est capable d'attirer des investissements dans ce pays. Parce que les conditions adéquates pour attirer les investisseurs ne sont pas présentes. Vous avez un système judiciaire chaotique. Vous n'avez pas d'état de droit. Vous n'avez pas des infrastructures adéquates. Comment est-ce que les gens vont venir investir dans un pays qui a une déficience énergétique aussi criante que le Togo? Nous ne sommes même pas capables de produire de l'électricité et d'entretenir nos centrales électriques. Nous ne sommes pas capables d'investir dans l'énergie renouvelable. Qui va venir investir au Togo? Le Togo n'a pas un programme national de tourisme qui puisse attirer le tourisme dans ce pays. Quand vous regardez certains pays sur ce continent, leur principale source de revenus, c'est le tourisme. Vous regardez un pays comme l'île Maurice, c'est le pays le plus riche de l'Afrique. Le tourisme est leur principale source de revenus. Le tourisme, c'est une industrie en soi. Imaginez si vous avez 1 million de touristes qui visitent le Togo chaque année. C'est des milliards qui vont rentrer dans l'économie togolaise. Mais le Togo n'attire personne, à part quelques touristes égarés qui, une fois au Bénin et au Ghana, décident de faire un accrochage au Togo pour passer une journée. Il n'y a rien d'attirant au Togo. Nous n'avons même pas des resorts au Togo. Qui peut me citer 5 resorts au Togo? D'abord, commençons par les hôtels 5 étoiles. Ils vont nous dire 2 février. Un hôtel qui a été construit avant ma naissance et qui a été rénové avec l'argent du contribuable togolais. C'est ce que nous avons offert comme hôtel 5 étoiles. Il ne vaut même pas les 3 étoiles dans certains pays. Nous avons des sites touristiques qui ont été complètement abandonnés, que nous pouvons réhabiliter. Mais nous avons des gens qui n'ont pas de vision. Ce qui nous manque au Togo, c'est la vision et la volonté politique. Ceux qui nous dirigent n'ont ni l'un ni l'autre. On ne peut pas demander à un aveugle de voir. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un qui n'est pas capable de voir, de lire pour vous. Ce sont des gens qui viennent au pouvoir avec un seul objectif: s'enrichir le plus vite possible avant qu'on ne les saute de ce poste. À chaque fois que nous avons des personnes qui sont nommées à des postes politiques au Togo, c'est comment s'enrichir le plus tôt possible parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'on va les enlever. Donc avant le prochain remaniement ministériel, se remplir les poches le plus vite possible. Ce sont les gens de personnes qui nous dirigent. Des gens qui voient le poste politique comme une opportunité de s'enrichir et de changer la vie de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Et s'acheter quelques appartements en France et aux États-Unis et investir le reste dans des terrains. Comme ça, si au prochain remaniement ministériel, on les enlève, ils auront toujours à manger.
il n'y a absolument aucun projet que l'on propose à l'État. Dans le secteur de la santé, vous avez des États qui vivent entièrement du tourisme médical. Un pays comme le Togo devait avoir au minimum 5 hôpitaux de référence publics où les gens peuvent venir se faire soigner de toute la sous-région. Et c'est de l'argent qui entrerait dans nos économies. Quand vous regardez les pays comme l'Inde, des pays comme la Malaisie, ce sont des pays qui vivent du tourisme médical. Des pays comme la Turquie, les gens quittent leur pays pour aller se soigner dans ces pays-là. Parce qu'ils ont des hôpitaux de référence, ils offrent des services adéquats à des prix qui sont raisonnables. Nous pouvons investir dans le domaine sanitaire pour attirer des touristes médicaux. Mais nous ne sommes pas capables de le faire, pas parce que les capacités ne manquent pas. Quand vous allez en Europe, vous avez, dans presque chaque hôpital public en France, vous avez des médecins togolais, d'origine togolaise, qui ne peuvent même pas servir leur propre pays. Pourquoi? Parce que nous avons des incultes et des obscurantistes à la tête de l'État togolais. Finalement, il n'y a absolument rien que nous ne sommes pas capables de faire dans ce pays si l'on nous en donne l'opportunité. Vous ne me direz pas que les autres pays qui ont vu l'alternance n'ont pas su avancer économiquement. Regardez le Bénin, regardez le Ghana, regardez même le Burkina. Alors on ne peut pas nous dire que après 60 années au pouvoir du même régime et après 20 années du même type, que l'on ne peut pas tenter autre chose, que l'on ne peut pas fournir une opportunité à tout autre citoyen, que personne n'est suffisamment méritant de diriger ce pays-là, à part Eyadema Gnassingbé et ses descendants. C'est nous dire donc que nous sommes un peuple de macaques. C'est nous dire donc que nous sommes un peuple de singes. Parce qu'il faut être sous-humain pour nous dire que toute une nation n'a pas été capable de produire des personnes capables de le diriger en 60 ans. Autre que les personnes de la même famille. Ceux-là qui soutiennent ce régime, qui nous disent que Faure Gnassingbé est le seul qui puisse offrir une alternative, c'est qu'ils nous disent eux-mêmes qu'ils ont une capacité intellectuelle en dessous des homo sapiens. Ils ne sont pas des hommes, ils sont des singes. C'est la seule explication que l'on puisse avoir à cette situation. Ce sont des singes. Vous nous dites que vous êtes des macaques. Ce n'est pas une tare de reconnaître que l'on est intellectuellement handicapé. Et c'est votre handicap qui parle. Parce qu'on ne peut pas être doté de toutes ces neurones et avoir un raisonnement aussi abécédaire, aussi précaire, aussi grégaire. Et finalement, il y a une dernière critique à laquelle je vais répondre. C'est ceux qui nous disent, oui, de toutes les façons, même ceux qui viendront, ils feront pareil. Ils vont s'enrichir sur le dos des populations, donc gardons Faure Gnassingbé. Vous savez, je suis désolée, mais il y a des jours où je me demande en fait, comment est-ce que nous avons pu nous retrouver dans cette situation-là où, en tant que peuple, nous sommes absorbés par autant de défaitisme. Hein? C'est-à-dire que nous sommes tellement laxistes, nous sommes tellement pessimistes que nous acceptons moins que la médiocrité. On nous a convaincus, on a supprimé en une forte majorité de ce peuple, du moins pour ceux qui raisonnent comme ça, la confiance en eux-mêmes. Ce sont des gens qui manquent de confiance en eux-mêmes, qui peuvent tenir de tels propos, qui sont convaincus que de toutes les façons, tous les Togolais, les 10 millions que nous sommes animés par la cruauté qui anime le clan des Gnassingbé, par l'individualisme qui anime le clan des Gnassingbé, par l'égoïsme qui anime le clan des Gnassingbé. Ça veut dire qu'en tant que peuple, nous n'avons aucune valeur.
En tant que peuple, nous n'avons aucun principe. Tous les Togolais, c'est des voleurs, c'est des menteurs, c'est des arnaqueurs. Parce que nous dire que quiconque remplacera Fonya Singbe va frauder comme lui, va voler comme lui, va tuer comme lui et va tricher comme lui, c'est nous dire donc que les 10 millions de Togolais que nous sommes tous des voleurs, des tricheurs, des arnaqueurs. Et qu'il n'y a pas un seul de ce peuple-là qui soit honnête, qui ait des vertus, qui soit capable de vouloir mieux pour son pays. Quel message envoyez-vous à vos enfants? Vous leur dites donc qu'en tant que Togolais, ils seront condamnés à vivre dans cette précarité qu'est le Togo. Parce qu'en tant que peuple, tous les Togolais sont des délinquants, sont des voyous, sont des criminels comme les Nyasingbe. Et quiconque prendra le pouvoir dirigera avec le même degré de sadisme. Non, mais quand vous tenez ces propos, pensez à vos enfants. Pensez à vos parents. Demandez-vous si l'éducation que vous ont inculqué vos parents, l'éducation que vous a inculqué, vos parents, l'éducation que vous avez reçue de vos enseignants durant tout votre parcours scolaire correspond à ce que nous subissons de la part de ce régime. Si vous êtes capable de reconnaître que dans votre cercle, dans votre entourage, il existe ne serait-ce qu'un seul Togolais honnête, qu'un seul Togolais travailleur, qu'un seul Togolais véridique, qu'un seul Togolais qui aime son pays, alors on peut trouver un remplaçant à Fonya Singbe qui n'est pas aussi sauvage, aussi égoïste et aussi cruel que Fonya Singbe. Nous dire que c'est impossible, c'est alors nous dire qu'en tant que peuple, nous avons échoué. Qu'en tant que peuple, nous ne sommes même pas humains, nous sommes des sauvages. C'est nous dire qu'en tant que peuple, nous n'avons aucune jugeote, nous n'avons aucune intégrité. Et moi, je refuse de l'accepter parce que je me connais. Et je connais plein d'autres Togolais qui travaillent et qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. Je connais plein de Togolais qui sont droits dans leurs bottes, qui jamais n'accepteront de se faire corrompre. Je connais des Togolais qui choisiront même la pauvreté dans la dignité que la richesse dans la mort. Comme le disait Sékou Touré, nous avons des Togolais dignes et des Togolais braves. Nous avons des Togolais qui sont valeureux et des Togolais qui ont des principes. Alors qu'on ne nous dise pas que la racaille qui nous dirige est la meilleure chose que l'on puisse offrir à cette génération à venir. Si vous êtes prêts à condamner vos enfants à la pauvreté, si vous êtes prêts à condamner vos enfants à la honte, parce que ce pays nous fait honte dans la condition dans laquelle elle est maintenue, nous autres ne sommes pas prêts à renoncer à un Togo meilleur.